Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Bienvenue dans Passion sans modération, le podcast Good Vibes, Food Vibes, où la gourmandise est un art de vivre et où chaque confidence raconte une savoureuse histoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode délicieux, rempli d'émotions et d'ambition. Que vous soyez un néophyte, un amateur, un curieux ou un passionné immodéré, vous êtes au bon endroit. Chaque invité fait vibrer la scène culinaire à sa façon. Préparez-vous donc à être très inspiré avec aujourd'hui au micro Sandra Salmanji qui a créé Bollywood Kitchen, à la fois une agence de conseil et une marque qui valorise la gastronomie indienne à travers une approche contemporaine et très lumineuse. Bonjour Sanji. Bonjour Virginie. Pauline Bossac, fondatrice de l'Académie, un lieu de résidence hybride autour de l'art, de la gastronomie et du vin, adressé aux professionnels et aux particuliers. Bonjour Pauline. Bonjour Virginie. Depuis août 2021, elle partage sa passion pour la food à travers son compte Instagram Good Food du 78. À la croisée des saveurs et des histoires humaines, elle célèbre avec simplicité celles et ceux qui nourrissent les Yvelines. Bonjour Camille. Bonjour Virginie. Et on termine par le seul homme de l'aventure aujourd'hui, Samuel Mélidor Fuxi, chef cuisinier dans le restaurant de Clamart Le Vin Étiré, qui prépare bientôt un 4 mains. Bonjour Samuel ou Samy. Bonjour Virginie, Samuel, Samy. Samuel, Samy. Ouais. Eh bien écoute, je te garde. Je garde l'homme. Alors, Samuel, toi, tu es donc chef cuisinier. Second. Mais alors, c'est quoi la différence ? C'est-à-dire que là, le chef... Alors, c'est intéressant parce que tu me l'as déjà dit. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que celui avec qui tu travailles ne supporterait pas que tu dises que tu es chef cuisinier ? Non, loin de là. Surtout pas. Alors, pourquoi tu veux que je te reprenne ? Parce que le second... Après, c'est qu'un titre, effectivement. Oui. C'est peut-être... Là, je parle pas pour le lieu en lui-même, mais pour moi, un second, il en fait plus qu'un chef. Pour moi, personnellement. Intéressant. Je trouve que c'est vraiment le bras droit du chef de cuisine. Mm-hmm. Et donc, en gros, le chef, s'il n'est pas dans la cuisine, c'est le second qui doit faire le boulot. C'est quelque chose que j'ai vécu, que je vis encore aujourd'hui. Mm-hmm. Et je suis pas en train de blâmer les chefs de cuisine, loin de là. Parce que je sais que c'est énormément de travail. Mais je trouve que je m'investis énormément. Ce qui est normal, hein. Je n'ai pas besoin de médaille. Ouais, après, Mais du coup, ça veut dire qu'un second peut être un chef. Oui, bien sûr. Tu pourrais être chef, toi, Samy. Il y a pas de... Oui, bien sûr. C'est juste une question de hiérarchie. Exactement. Après, c'est comme ça en France. Enfin, on a mis une hiérarchie, second, chef de cuisine, commis. On respecte. Mais c'est juste un titre, mine de rien. Moi, le boulot, je le fais. Hein. Même j'étais commis, le travail, je le faisais. Peut-être pas le travail d'un chef. Mais je le faisais, donc c'est juste un titre. Mais je suis second. Un commis, c'est celui qui découpe les légumes. Allez, si on schématise à mort. C'est le début, quoi. C'est le début de l'activité. Voilà, mais en fait, le chef, moi qui suis chef, moi je suis à la fois commis, second, je fais tout. Oui, tu fais tout. Je suis même plongeur. Enfin, je veux dire, ça fait partie du métier. Oh, je suis d'accord. Donc, moi, ça m'a toujours dérangé. Tu vois, je travaille avec des gens qui sont dans mon équipe et je déteste. Ah oui, tu viens avec un commis ? Non, je viens avec un collaborateur. Ouais, mais je suis d'accord. Je trouve que c'est respecter les gens parce qu'on est dans un métier qui est immensément difficile, immensément fatigant. Et donc, c'est pour ça que j'ai volontairement réappuyé sur le côté chef cuisinier parce que tu es un chef cuisinier. Écoute, merci Virginie. Ah, moi, ça me va. Mais sauf que c'est vrai que dans les brigades, dans les grands restaurants, il y a cette espèce de hiérarchisation très ancienne, on va dire, qui fait que chacun a son rôle. Et c'est très difficile, je trouve, de sortir des rôles, sauf dans les restos un peu plus à taille humaine, en fait, au final. Après, en cuisine, on n'est que deux, de toute façon. Donc ça, vous êtes deux, et pour combien de couverts ? Peut-être 35 max, quelque chose comme ça. Donc bon, 2, c'est suffisant. Après, moi, là-bas, je suis arrivé en tant que chef de partie. Il y avait déjà un second qui a été mis à la porte.
Mais Au revoir. Moi, je me souviens de... On l'invitera pour un autre podcast, je crois. Il nous racontera son histoire. Le truc, c'est que... Moi, je voyais comment il travaillait. Et encore une fois, moi, je tire sur personne. Hein. Je dis pas que je suis meilleur ou autre. Mais en fait, je faisais aussi bien que lui. Donc, encore une fois, c'est qu'un titre. Mais oui. Mais donc, si je reviens sur cette histoire de hiérarchisation, si toutefois il y avait un questionnement, le fin mot de l'histoire, il serait quand même au chef. Parce qu'il y a quand même une question de hiérarchisation en restauration. L'autre jour, il y a un collègue Cansal qui vient me voir et il me dit « Ouais, est-ce qu'on peut servir le dessert du marché pour des petits parce qu'ils veulent pas des desserts à la carte ?» Moi, je peux répondre. Je dis, il y en a. Mais je dis, t'es un chef de cuisine, donc demande-lui. Après, je sais que la décision, je peux la prendre. Mais moi, en fait, c'est par respect. C'est par respect, en fait. Et pour moi, c'est très important. Donc, par respect, je dis, il y a un chef de cuisine. Et tu demandes au chef, il dit, ouais, si t'en as, ouais, c'est bon. Mais moi, c'est juste le respect, en fait. Donc, en fait, chacun a sa place. La hiérarchie. Exactement. Et donc, du coup, si on revient sur cette idée de cuisinier, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir cuisinier ? Moi, j'ai pas grandi dans les fourneaux. Ma mère cuisinait, j'étais là. Il y a un de mes cousins qui a été dans le métier pendant peut-être 25-30 ans. Je crois que j'avais 13 ou 14 ans. Il m'a dit, tiens, si tu essayes la cuisine, ça se trouve, ça pourrait te plaire. Donc moi, je finis la 3e. Je fais une journée au lycée hôtelier à Meudon, les Côtes de Villebon. Et je me dis, ouais, ça peut être pas mal, effectivement. Sauf que ma prof de français, qui était ma prof de général, elle me dit, c'est mieux si tu vas en seconde. Donc, okay. La confusion. La confusion. Donc, je vais en seconde. Et au bout du compte, en seconde, je ne fais rien, littéralement. Est-ce que c'était un pied de nez ? Je ne sais pas, mais je n'ai rien fait. Et donc, après la seconde, je vais au lycée hôtelier. Donc, en fait, tu avais perdu une année ? D'une certaine manière. D'une certaine manière, oui. Mais ça m'a apporté, parce que la seconde, déjà, j'ai retrouvé un très bon ami à moi. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais au bout du compte, j'ai appris certaines choses en seconde. J'ai lu des livres et autres, donc c'était intéressant. Et après, j'arrive au lycée hôtelier et je me dis, ouais, j'aime ça. On faisait des choux, on faisait des trucs. C'est que les débuts. Mais ramener des choux à la maison, une tarte aux pommes qu'on a faite, c'est cool. Mais tu avais déjà cette vibration. Tu sentais déjà qu'il y avait quelque chose. Avant d'y aller, même pas. J'y vais. Mais une fois que tu y es. Une fois que j'y suis. Ça t'a ouvert quelque chose. Une fois que j'y suis, ouais. Mais après, c'est comme dans une relation avec quelqu'un. Je pense que plus on passe du temps dans la cuisine, plus on aime ça. Et moi, aujourd'hui, voilà, je suis vraiment un passionné. Mais il y a 15 ans, c'était différent. J'y vais. J'aime ça. Mais j'y vais. On va voir où ça me mène. La cuisine, en fin de compte, c'est ton territoire d'expression. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Déjà, j'aime beaucoup les vêtements. Donc, dans mon style, donc tu cuisines des vêtements ? Non. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on voit mon style vestimentaire, on va se dire, ah ouais, tiens, lui, il est pas trop comme les autres. Là, ça va, je suis assez sobre. Ouais, je trouve que t'as un petit look quand même. Ouais, et j'ai pas sorti la veste M&M's. Hein. Mais... Regardez les chaussures, moi. Ouais, exactement. Mais donc, forcément, dans la cuisine, dans les assiettes, voilà, faut que je m'exprime, faut que ce soit Samuel. Et ça a mis du temps pour arriver à la cuisine de Samuel. Ça met du temps, surtout quand on travaille avec des gens et autres, on est forcément influencé. C'est un créatif, quoi. Ouais, mais aujourd'hui, je sais que je peux dire, je fais ma cuisine. Donc, et c'est quelque chose qui, quand t'es chez toi, tu rentres le soir, t'y penses, ça prend de la place dans ta vie personnelle, cette créativité, justement ? Ouais, ça prend beaucoup de place. Moi, ça m'est arrivé de me réveiller et de me dire, il faut que je note quelque chose sur un post-it ou dans mon téléphone, tu vois. Mais ouais, j'aime ça, je me balade, je vois un truc, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. J'ai cette chance d'être très, très inspiré. Alors, ce qui est dingue, parce que là, je trouve ça... Moi, je vais juste raconter notre histoire. Comment on s'est rencontrés. Parce que c'est un truc de dingue, en fait. Je te suivais sur Instagram. Bon, et a priori, tu me suivais aussi. Et je vais au Taste of Paris, le jeudi soir. Et 3 jours après, il m'envoie un message. Il me dit, ah, mais je savais que je t'avais vu quelque part. Et en fait, je t'ai repéré au Taste of Paris. C'était donc toi. Donc là, ça date de mai. Ah oui, 8 mai. J'étais le 8 mai. Donc je dis, ok, machin, Amon, qu'est-ce que tu fais ? Et là, il me dit, j'aime bien ce que tu fais, je voudrais me lancer un peu à mon compte, devenir chef à Dom, etc., etc. Dans la foulée, on s'envoie 2-3 messages. Moi, je pars chez mon papa au moment du festival de Cannes, parce qu'il habite à Cannes. Et je lui dis, viens dans le podcast. Donc tout ça, ça s'est fait en même pas 2 semaines. 3 semaines. Et après, je l'appelle et il me dit, mais... tu crois que j'ai ma place ? Pourquoi tu m'invites dans le podcast ? Syndrome de l'imposteur. Mais je lui dis, je pense que tu as quelque chose. Et tu vois, et je pense que c'est ça que j'ai senti parce qu'on est exactement les mêmes. Ouais, ça s'est fait naturellement. Voilà. Mais quand tu dis, je suis inspirée, je suis créative, j'ai envie d'être moi, etc. Donc voilà.
Merci beaucoup. Je reviens à toi très vite. En tout cas, je ne regrette absolument pas de t'avoir invité. Non plus, je ne regrette pas. Je suis content d'être là. Alors, Camille. Donc, Camille, moi, je raconte aussi comment on s'est rencontrés. Oui. Parce que j'ai une amie, une très très bonne amie, qui s'appelle Muriel, qui a un super restaurant franco-italien à Andrézy où j'habite, qui s'appelle la Cucina. Et en fait, Camille est allée faire une petite vidéo là-bas. Mais ce que tu ne sais pas, tu ne connais pas les coulisses. C'est-à-dire que je travaillais avec Muriel, on travaillait sur des stratégies, et elle dit oui, j'aimerais avoir beaucoup plus de visibilité, comment on peut faire, etc. Et à un moment, je lui dis, essaye de choper les nanas qui sont créatrices de contenu, influenceuses, pour aller voir, tu leur offres quelque chose pour qu'elles fassent un truc sur toi. Mais j'ose pas, elle va jamais me répondre, etc. Et je tombe sur toi. Bon, donc ok, elle envoie. Et toi, tu réponds dans la foulée. Donc le soir, elle me dit, mais du coup, il y a Camille qui va venir. Bon, j'attends, je vois ton reportage, je me dis, je vais la contacter pour qu'elle vienne dans le podcast. Et quand je remonte mon fil WhatsApp, je me rends compte qu'il y a 2 ans, on s'était déjà écrit et qu'on n'a jamais pu faire quelque chose ensemble. Exactement. Et tu es là avec moi. Et en fait, ici, dans ma vie, ce n'est que des histoires comme ça. Donc toi, Camille, pourquoi tu as décidé de mettre en avant des adresses food dans les Yvelines ? Alors, l'histoire est assez drôle parce que ça n'avait pas vocation à prendre cette ampleur-là à la base. Il y a quelques années, à chaque fois qu'on voulait aller au resto le week-end avec mes amis, c'était toujours la grande question, on va où ? Et en fait, on finissait toujours par aller sur Paris, parce que finalement, c'était plus simple d'aller sur Paris, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, je leur ai dit, mais attendez, on habite dans les Yvelines, qui est un département quand même immense, où il y a plein de pépites. Pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé d'aller jusqu'à Paris ? Donc, j'ai créé ce compte Instagram, mais un peu de mon côté, en me disant, on va se faire une petite base de données des restaurants chouettes des Yvelines, et dès qu'on en teste un et qu'il est chouette, on le met dessus. Et ça n'avait pas du tout vocation à devenir la création de contenu. Et il s'avère que j'avais à peine 500 abonnés, mais vraiment tout juste. J'ai un premier restaurant qui m'a contacté en me disant, écoute, Camille, ce serait super chouette si tu pouvais venir au resto et puis parler de nous. Bon, je suis restée un peu subjuguée. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on tente l'aventure. Et puis, en fait, de fil en aiguille, de contact en contact, voilà, c'est venu comme ça. Et donc, je me cantonne au restaurant des Yvelines et je me permets de tricher un petit peu sur les restaurants limitrophes. Là, dernièrement, j'ai présenté des restaurants un peu pépites à Clamart, notamment, parce que ça valait vraiment le coup, que c'est très proche des Yvelines. Qu'est-ce qui t'empêche un moment d'ouvrir ? Rien, moi, rien. Et de changer le nom à la rigueur, mais c'est ça. Après, c'est un peu le ciment de mon compte initialement, mais rien ne m'en empêche. Hein. Donc, qui sait, peut-être dans les années à venir, pourquoi pas. Mais déjà aujourd'hui, voilà, je triche un peu. Et donc, c'est quelque chose, c'est ton métier ? Ce n'est pas mon métier, je fais ça à côté. Alors, je suis issue des métiers de la communication. Puis ensuite, j'ai bifurqué et c'est toujours quelque chose qui m'a plu de créer du contenu. J'ai bossé en com événementiel, puis après dans les RP, et puis ensuite dans l'influence. Et donc, créer du contenu, c'était quelque chose de chouette. Donc, ça me permet de garder le pied à l'étrier, de continuer de faire ce qui me plaît. Voilà, donc c'est un loisir à part entière. Et encore aujourd'hui, quand je vais dans les restos, je me mets pas la pression de me dire, grosse pression, il faut que je fasse une vidéo de qualité. C'est vraiment du plaisir, créer du lien, du contact. Mais du bonheur. Du coup, la différence avec une influenceuse food, c'est que tu n'es pas rémunérée ? Je ne suis pas rémunérée. En tout cas, aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Pour la simple et unique raison que je pense qu'à partir du moment où tu es rémunérée, tu as une pression différente qui fait que du coup, tu n'y vas pas dans la même démarche. Tu as une pression par rapport au restaurateur et par rapport à toi-même. Je suis une personne qui met énormément la pression de manière générale. Donc là, j'y vais vraiment, je suis invitée dans les restos où je vais. Ça me permet d'y aller en restant moi-même. Je choisis ma ligne éditoriale. Je mets en avant uniquement ce qui me plaît. Donc l'objectif, comme on disait tout à l'heure, c'est de valoriser ce qui est bien. Et puis voilà, j'y vais pour faire des rencontres, créer du lien, découvrir des histoires qui sont juste incroyables. Depuis le Covid, il y a plein d'histoires assez folles pour les restaurateurs. Ça a été une période difficile. Donc voilà, j'y vais juste pour du kiff. Et du coup, quand tu n'aimes pas un restaurant, comment ça se passe ? Tu dis pas, t'en parles pas ? Alors, c'est très rare. La question touchy. Merci. Non, mais c'est une vraie question parce que une vraie question. Pour être fidèle aussi à tes valeurs et même à tes goûts, ton en honnêteté, fait. Exactement. Alors, quand je n'aime pas
une partie, je n'en parle pas, je parle uniquement de ce que j'aime. Si ça prend trop de place, ou que l'accueil est vraiment mauvais, ou que la food est vraiment pas bonne, je vais pas le mettre en avant. Tu peux pas. Je vais pas le mettre en avant parce que moi, déjà, pour ma crédibilité, c'est pas bon, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui vont ensuite se déplacer et aller payer un resto qui sera potentiellement pas bon. Donc, et par ton biais. Par mon biais, c'est pas. Donc et puis, tu es engagée. Je suis très engagée, et puis j'ai ce souci d'authenticité qui est important. Donc, si un resto, ça ne marche pas, voilà, maintenant, je le mets pas en avant et je l'explique de toute façon en amont de la collaboration que je mettrai en avant que ce qui me plaît. Et si ça matche pas, malheureusement, il y aura pas de mise en avant qui sera faite. C'est rarement arrivé, mais c'est déjà arrivé. Ouais, puis ça peut même aussi les porter. En fait, les restaurants, tu peux même leur dire voilà ce qui va pas, et puis ça peut les aider à s'améliorer tout simplement. S'ils sont ouverts à la discussion, alors ça, de mettre la poussière sur le tapis, c'est jamais bénéfique. On est d'accord. Non, mais parfois ça peut aider. Ouais. Moi, je m'en suis déjà rendu compte. Puis à l'ère d'Instagram aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux pas mentir. Dans tous les cas, si moi je venais justement à mettre la poussière sous le tapis, on verrait très vite que le restaurant, non, en fait. Après, tu ne te positionnes pas en critique culinaire, tu te positionnes en créateur de contenu. Exactement. Donc, plutôt dans une logique de mise en avant. Mise en avant. Food lover, quoi. Food lover, exactement. C'est plutôt l'esprit, ouais. On est dans. Je me positionne pas du tout là-dedans. Justement, j'ai pas du tout la prétention de me positionner comme ça. Voilà, je le fais par rapport à mes goûts, tout en essayant de rester objectif. Je viens toujours avec une seconde personne. Ça permet de partager la vie. Mais voilà, je reste humble. Je suis pas issue de ces métiers-là, justement. Donc, j'ai forcément pas le recul nécessaire par rapport à certains d'entre vous ici. Donc, j'ai pas la prétention de me positionner en critique culinaire, mais j'essaie d'être la plus authentique possible, en tout cas. Mais ton regard de consommateur est un prisme hyper intéressant aussi pour les personnes qui te suivent. Tout à fait. Parce que justement, tu es néophyte et que tu vas appréhender les choses que tu testes de manière différente. Tu vas les appréhender plus avec tes sens, avec tes émotions. Avec le cœur, oui. Oui, exactement. Merci beaucoup, Camille. Je t'en prie, Virginie. Alors, Sanji, donc toi, tu es un petit peu quand même créatrice de contenu parce que tu es beaucoup dans la communication. Un petit peu, oui. Tu as une agence. Oui, qui s'appelle Bollywood Kitchen. Alors, raconte-moi quel est l'univers et l'ambition de ton agence. Alors, Bollywood Kitchen, déjà, à la base, c'était un blog de cuisine que j'ai créé en 2011. Donc ça, c'est vraiment le démarrage de l'activité. Alors, c'est marrant parce que je retrouve plein de points communs avec tes invités, Virginie. J'ai des points communs avec tout le monde. Et c'est assez drôle parce que je me retrouve un peu dans ton hyperactivité à toi, même si on en a parlé avant le podcast. Je suis hyperactive. Ouais, le côté mode un peu et le côté... toi, j'ai l'impression que Camille, tu t'es retrouvée un peu dedans par hasard. Moi, c'est un peu pareil aussi. Moi, à la base, je viens de métier de la mode. Et du marketing. Donc, j'ai une école de commerce, j'ai fait vraiment un parcours assez classique. Et en 2011, suite à un licenciement économique, j'ai créé donc ce blog de cuisine. À l'époque, faut vous rappeler de cette lointaine époque 2011. Il n'y avait pas Instagram déjà. On était à fond sur Facebook. Moi, je suis vraiment une ancienne. Donc, moi, j'ai une grosse communauté Facebook que j'adore d'ailleurs et qui est ma première communauté avant Instagram. Et le blog, en fait, les blogueurs de l'époque, on était les influenceurs d'aujourd'hui. Ce mot n'existait pas. D'ailleurs, on n'était pas influenceurs, on était des blogueurs. Et donc, on commençait déjà à devenir un peu des créateurs de contenu, on l'était. Et on avait des marques qui nous contactaient, etc. Donc, c'est vraiment, on était une petite équipe de blogueurs. Donc, on peut les citer, les blogueurs de l'époque de région parisienne. Il y avait le salon du blog culinaire. Enfin, vraiment, c'était quelque chose, le blog. Et donc, j'ai créé Bollywood Kitchen à cette époque-là, sans savoir que ça allait devenir cette fameuse agence que j'appelle aujourd'hui et aussi une marque, puisque j'ai déposé Bollywood Kitchen en tant que marque à l'époque. Et j'ai développé, donc, on va dire, un réseau à ce moment-là. Donc, moi, mon activité, en fait, elle a été vraiment créée à partir des rencontres que j'ai faites à cette époque-là. Donc, au-delà des blogueurs, j'ai rencontré des chefs, j'ai rencontré des gens qui m'ont porté, des gens qui ont essuyé aussi, évidemment, et puis qui ont essuyé du revers ce côté un peu de syndrome de l'imposteur que j'avais à l'époque, parce que je suis une autodidacte. Et que c'était très compliqué à l'époque aussi de se positionner en tant que chef. Donc, je me suis jamais autoproclamée chef d'ailleurs, mais je le suis un peu devenue malgré moi parce que, comme je dis souvent, en fait, c'est un peu la cuisine qui m'a un petit peu avalée, attrapée. Et je me suis prise au jeu de ce blog et j'en ai fait donc une activité professionnelle. Donc, alors après, je me suis professionnalisée, j'ai fait des stages en restauration, j'ai même eu l'intention de créer un restaurant à l'époque. Et puis, il y a eu plein de choses qui sont venues les unes après les autres qui ont fait que
je me suis finalement créé un métier autour de la cuisine qui est aujourd'hui totalement pluridisciplinaire. Donc, je fais énormément de choses à travers mon agence. Alors, donne-nous des exemples du coup d'engagement événementiel. Alors, je fais beaucoup d'événements. J'ai clairement commencé mon activité avec les cours de cuisine et la partie un peu chef à domicile, puisque à l'époque aussi, 2011-2012, ça commençait à devenir très à la mode, les chefs à domicile. C'était le démarrage en France. Je ne sais pas si toi, Virginie, moi, j'ai commencé en 2013. Ben voilà, en fait, c'est vraiment cette époque-là. Moi, j'avais des clients... vraiment faire rentrer un chef dans son domicile, en France, c'était récent. Donc moi, ça marchait beaucoup parce qu'en plus, j'ai une spécialité qui est la cuisine indienne, qui est très niche. Donc, je me suis toujours un peu retrouvée toute seule sur ce domaine-là. Donc, très bien. Mieux. Et donc ça changeait. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Les cours de cuisine à fond. Donc ça, c'est vraiment le tout début de mon activité. Et puis après, ça a généré d'autres choses. Je me suis fait repérer à l'époque par le créateur de 750 grammes. Donc Damien. Chef Damien, qui lui a commencé à me faire bosser pour 750 grammes. Donc j'ai commencé en fait à avoir une vraie activité professionnelle, à faire des vidéos pour 750 grammes. Donc mes premières vidéos de cuisine, c'est dingue. Tu sais que pour l'anecdote, Damien, tout le monde connaît Damien. C'est le premier de mon podcast. De mon premier podcast. Ça m'étonne pas du tout. Voilà. Tout le monde connaît Chef Damien. Et lui, un jour, je l'ai rencontré à un événement totalement par hasard. Et je lui dis, j'ai un blog. Il me dit, ah bon, t'as un blog? Mais attends, mais moi... Et lui, c'était son truc de faire monter les blogs. C'est lui qui a monté le salon du blog, etc. Ouais. Et en plus, il a vécu à Madagascar, d'où mes parents sont originaires. Donc, un lien s'est créé un peu entre nous. Il m'a dit, mais c'est génial, la cuisine indienne, c'est génial, mais vas-y, mais monte un truc, fais quelque chose. Donc, il m'a porté les rencontres. Et donc, j'ai commencé à faire des rencontres. J'ai fait des vidéos avec Hervé Cuisine. J'ai commencé vraiment à avoir ma chaîne YouTube. Enfin, j'ai fait plein de trucs autour de la cuisine. J'ai eu beaucoup de presse aussi à l'époque, parce qu'à l'époque, pareil, quitter le marketing et la mode pour la cuisine, c'était hyper original et pas du tout comme aujourd'hui, beaucoup plus fréquent. Donc j'ai fait plein d'émissions de télé, j'ai fait plein de trucs. C'était une époque où la cuisine n'avait pas non plus c'était pas comme aujourd'hui, je sais pas comment trop l'expliquer, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, la valorisation, t'en parlais tout à l'heure du fait que t'as hésité en seconde à te lancer dans la cuisine, mais je pense qu'à l'époque, c'était pas hyper valorisant de faire de la cuisine. Non. C'était même le contraire, c'était la voie de garage. Ouais, exactement. Ouais. Il y a des gens qui me disaient, tu vas faire la plonge. C'est la première chose qu'ils me disaient. Mais moi aussi, tu vas faire la plonge. Mais moi, tu sais ce qu'on me disait? On me disait, mais attends, t'as fait 5 ans d'études. Mais les métiers manuels. Ouais, les métiers manuels. Attends, mais je disais, mais pour ça, pour monter une entreprise. Aujourd'hui, j'ai une micro-entreprise. Et puis, les jugements des gens, ça suffit. Oui. Mais laissez-nous tranquilles, en fait. Mais c'est surtout que ça a changé. Ça a évolué. Je suis d'accord. Ça a énormément évolué. Maintenant, c'est tout le monde veut être chef. Aujourd'hui, en fait, on va dans un restaurant pour le chef, on va plus dans un restaurant pour manger. Parce qu'il y a eu plein d'émissions, il y a eu plein de choses, en fait, qui sont montées les Top Chef, les Master Chef, etc. Mais heureusement aussi. Parce que les métiers de la cuisine se sont retrouvés quand même à un moment donné un peu en perdition. Et heureusement que ce beau métier a été mis à un moment donné sur le devant de la scène, comme il le méritait. Et qu'il a été valorisé grâce effectivement aux émissions. Moi, j'ai été contactée plusieurs fois par Top Chef il y a quelques années. C'était un sacré truc. Et bon, j'ai toujours un peu peur, moi, de ces émissions-là. Un peu peur de la notoriété, peut-être. Mais en tous les cas, grâce aux meilleurs pâtissiers, Top Chef, toutes ces émissions autour de la cuisine est devenue aujourd'hui quelque chose de valorisé. C'est plus une voie de trottoir, quoi. Ouais. Heureusement, d'ailleurs. Merci, intéressant. Je suis désolée, j'ai une... Mais il n'y a pas de... Mais on te pardonne, Sanji. Pauline ? Alors toi, Pauline, tu as créé une très très belle résidence événementielle autour de l'art culinaire, la culture, l'hospitalité. Est-ce que tu peux nous parler de ce très joli lieu où je vais aller dans peu de temps? Je suis bien ravie de t'accueillir là-bas, Virginie. Eh bien, je vais vous parler de l'histoire de ce lieu, puisque dans tout projet entrepreneurial, on s'inscrit dans une histoire. Moi, c'est l'histoire de quelqu'un qui a passé 25 ans dans le secteur de l'hospitalité d'entreprise. Donc, l'hospitalité d'entreprise, c'est quoi ? C'est tous ces ensembles de restaurants d'entreprise, de pools de services dans les entreprises. Services bien-être, services conciergerie, services de sport, des clubs de direction également, des tables de président. Donc, tout ce dont finalement l'écosystème de l'entreprise peut avoir besoin et qui n'est pas du travail.
ce secteur-là, on le dénomme au sens général le secteur du workplace, donc la place du travail. C'est un secteur qui a énormément évolué puisque j'ai démarré dans ce secteur, j'avais 25 ans et j'en ai aujourd'hui 51. Et c'est un secteur qui a évolué finalement en même temps que la société a évolué. Parce que finalement, quand on y regarde de plus près, on passe quand même 80% ou 70% au moins à minima de sa vie au travail. Et donc finalement, ce qui impacte l'environnement de travail est intimement lié à ce qui impacte nos vies à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est extrêmement perméable. Et donc, j'ai vu ce secteur évoluer durant ces 25 ans. J'ai dirigé des restaurants d'entreprise, puis des sites pour des grandes entreprises, comme Hewlett-Packard, par exemple, Peugeot également. Et puis, j'ai, à un moment donné, quitté cette partie opérationnelle que j'ai occupée pendant 15 ans avec beaucoup de management d'équipe et de terrain, pour aller plutôt vers un métier fonctionnel qui consistait à programmer, donc à créer ces lieux. Donc moi, j'ai fait la première partie de ma carrière en les exploitant et la deuxième partie en les créant. Et puis, au fur et à mesure que je créais ces lieux, je m'approchais de plus en plus du tsunami qui nous a tous bouleversés, qui a été la crise pandémique de 2020. Et là, où énormément de personnes se sont arrêtées de travailler. Moi, je n'ai jamais autant bossé. Donc, je bossais jour et nuit. Pourquoi ? Parce que cette crise a eu un impact immense que l'on sous-estime même pas sur l'immobilier de l'entreprise, la vie de l'entreprise, la vie des collaborateurs dans l'entreprise. Et donc, là où avant, finalement, dans l'entreprise, on déployait des services de plus en plus sophistiqués, de plus en plus importants, de plus en plus vitrines. La crise du Covid a fait complètement changer de mindset les entreprises et les entreprises se sont mises à réduire leur surface de travail et à laisser petit à petit la place au télétravail. Et moi, durant cette fameuse crise du Covid, j'ai réalisé un certain nombre de programmations où je me suis retrouvée à repenser des espaces de vie pour les entreprises en les réduisant, puisque finalement, les entreprises avaient, pour la plupart, calculé qu'en donnant 2 ou 3 jours de télétravail par semaine à leurs collaborateurs, finalement, elles arriveraient à réduire de 30 ou 40% les surfaces dans l'entreprise. Sauf que, comme vous pouvez bien l'imaginer, on était dans un contexte de crise très particulier et que ce redimensionnement en fait, des espaces de service dans l'entreprise ne durerait qu'un temps. Sauf qu'une fois que vous avez réduit vos espaces de travail, c'est quand même assez difficile de faire marche arrière. Durant cette crise pandémique, je me suis dit, voyons, il faut absolument qu'on repense le cadre de travail des collaborateurs et l'hospitalité dans l'entreprise, parce que quand on va sortir de cette crise, ces collaborateurs vont se retrouver la moitié du temps chez eux derrière leur ordinateur avec un casque tout seul, et l'autre moitié du temps dans une entreprise où ils n'auront pas forcément le confort nécessaire pour travailler, puisque les mètres carrés ont été réduits. Et m'est venue l'envie de penser out of the box et d'élargir finalement le cadre de travail de l'entreprise tout en faisant du bien à la société. J'ai toujours eu un état d'esprit assez humaniste et l'envie d'expérimenter un modèle entrepreneurial autofinancé qui à la fois permettrait de créer du business, d'apporter finalement de l'emploi, de faire tout ce que fait une entreprise, et à la fois également d'avoir un enjeu sociétal fort. Et notamment, mon choix a été, dans le cadre de ce projet de l'Académie, d'agir de manière concrète sur la revitalisation en milieu rural. J'ai donc créé l'Académie, qui est un lieu résidentiel et événementiel autour de l'art, la gastronomie et le vin. C'est un lieu qui s'adresse à la fois aux entreprises et aux particuliers, qui est un lieu dans un format de résidence secondaire et qui revêt le parcours d'un mini-château de la Star Academy. C'est un lieu qui réunit un collectif d'une 30aine de partenaires locaux, chefs, vignerons, producteurs, mais également des artistes, parce que je pense que la gastronomie est intimement liée à l'art et je pense même que la gastronomie est un art.
Et dans ce lieu, je propose un format de résidence à mes invités. Et donc, ces résidences consistent finalement à la fois partager une passion autour de l'art, la gastronomie, le vin, à la fois à pouvoir bénéficier de transmissions, de cours, d'ateliers, et également d'être finalement immergé dans un environnement qui est propice au lâcher-prise, propice à la créativité et propice à l'épanouissement. Et dans ce lieu, eh bien, la particularité, c'est que c'est un lieu que j'ai totalement ouvert sur le village dans lequel je me suis implantée, qui est un village de 500 habitants. C'est un lieu où j'ai pris le pari, finalement, de remettre un vrai modèle économique au cœur d'un village et d'en mesurer finalement au fil des années les impacts sur la commercialité, sur la culture et sur finalement également l'ouverture d'esprit et l'ouverture aux autres qu'il est fondamental de garder dans ces villages qui finalement sont des villages assez isolés en milieu rural, avec beaucoup de campagnes autour, et donc finalement assez déconnectés de ce que nous, on a accès en milieu urbain. C'est très beau parce que tu as dit visage au lieu de village. Et finalement, tu parlais tellement de communauté humaine. Tu t'es dit, dans les villages, je veux redonner du sens à tous ces visages qui sont peut-être invisibilisés. Donc tu vois, le lapsus freudien. Sigmund est là. C'est le village de Laine. C'est un village qui est sur les coteaux du Mâconnais, Bourgogne-Sud, entre Saint-Véran et Flissé. Laine, L-E-Y-N-E-S. N-E-S. Là où il y a du bon vin aussi. Absolument, je confirme. Il y a, comme disait Sam d'ailleurs, un merveilleux Pouilly-Fissé. Il y a un Saint-Véran également qui est absolument fabuleux, qui est pour moi mon vin préféré. Le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez avoir. Merci beaucoup, Pauline, pour cette très belle description poétique et qui donne envie d'y aller. Donc, rendez-vous au mois d'août. Camille, à quel point penses-tu que la présence digitale est devenue indispensable pour les restaurants ? Et qu'est-ce que tu penses des comptes Instagram des restaurants ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ne pas faire ? Les petits conseils de l'experte. Alors, je pense que c'est essentiel. Tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, dans l'ère où le digital est vraiment à son maximum, je pense que si on n'a pas une présence digitale, c'est vraiment un manque à gagner. Aujourd'hui, la plupart des gens, peu importe l'âge, avant d'aller au resto, ils vont sur Insta, ils vont sur Google, ils vont regarder les avis, ils n'ont pas envie de se tromper. Et à contrario, si on ne sait pas trop où aller, on va aller rechercher sur... Aujourd'hui, je parle beaucoup d'Instagram parce que je pense que ça a une place énorme là-dedans, mais on va aller chercher là-bas. Donc, si on n'y est pas présent, c'est forcément un manque à gagner. Après, si on est un peu une institution installée depuis des années, ça peut encore aller, mais je pense que c'est essentiel. Une marque qui ne serait pas présente sur Insta aujourd'hui, pour moi, c'est un manque à gagner, pour ne pas dire une erreur, parce que ça se passe par là et que ça apporte une visibilité énorme. Après, il faut savoir comment se positionner, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de travail. Oui, puis c'est d'avoir des visuels aussi. Des visuels. Donc, c'est pour ça que la plupart des restaurants qui ne savent pas faire, généralement, ils prennent un community manager pour faire ce travail, ce qui est une excellente idée parce que... Non, mais ils n'ont pas tous le budget c'est ça. pour. Ils n'ont pas tous le budget. Mais ce qui est difficile aujourd'hui avec Instagram, c'est que ça demande beaucoup d'investissement parce que poster une fois tous les 6 mois, c'est pas suffisant. Un compte Instagram mort, c'est pas non plus une très bonne idée. Donc, en fait, il faut trouver le bon juste milieu entre je suis restaurateur, donc c'est pas mon métier. Donc, je vais devoir apprendre à faire des visuels et du contenu de qualité. C'est pas évident, c'est un métier. Poster régulièrement. Aujourd'hui, Instagram, avec son algorithme, nous impose quand même certaines règles lorsqu'on poste. On peut pas poster à n'importe quelle heure, on peut pas poster n'importe quand, on peut pas poster n'importe comment. Aujourd'hui, la vidéo a une place très importante sur Instagram. On revient petit à petit à quelques carousels d'images, mais la vidéo, et je pense que Meta a envie que la vidéo, pour l'instant, reste en première position. Donc, c'est hyper important d'être sur Instagram et c'est aussi un gros engagement pour les restaurants. Et comme tu le disais, Sanji, quand malheureusement tu n'as pas les moyens et que tu sais pas faire, ça peut être difficile. Oui, parce que tu parles donc des visuels, des vidéos. Donc là, on est sur des choses techniques.
Et puis après, il y a toute la... Enfin, moi, je sais, parce que moi, j'ai quelqu'un qui gère mon Instagram, mais Laura, qui devait être là, mais qui est malade. Mais en fait, il y a aussi toute la catégorie, enfin, toute la stratégie éditoriale. C'est-à-dire que nous, régulièrement, on fait une visio édito. Quelles sont tes actualités? De quoi tu veux parler? Les différents marronniers. Voilà. Et en fait, c'est un boulot de ouf. Alors que moi, mon premier métier, c'est juste de couper des carottes. Et c'est ça. C'est un peu le problème. Hein. Et voilà. C'est ça. Il faut s'y mettre. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ne se rendent pas compte non plus de l'impact que ça peut avoir. Alors du coup, ils ne savent pas. Bien sûr. Et du coup, ils vont pas se lancer parce qu'ils se rendent compte que c'est trop d'investissements, souvent financiers. Bien sûr. Ils savent pas qu'il peut y avoir de l'impact. Mais on revient encore à cette histoire d'investissement financier qui finalement n'en est pas un. Alors oui, c'est vrai que c'est de l'argent qu'il faut sortir et que parfois la trésor, la compta fait que c'est compliqué. Hein, je suis la première à le dire. Mais en fait, on se rend compte que c'est des choses par lesquelles on doit irrémédiablement passer. Ah, bien sûr. Parce que voilà, quand tu comptes... Moi, je sais que si j'ai un client qui vient me voir... Bon, j'ai pas mal de clients qui passent par Insta. Mais si j'ai des clients qui passent par mon site Internet, ils veulent aller voir ma page Insta. Donc bon, moi, je sais que j'ai une page Insta un peu faux-folle, mais ça reflète ma personnalité aussi. Et donc, les gens se disent, OK, Virginie, celle qui va venir chez nous, ce sera celle qu'on a vue sur les vidéos avec du rose, etc. Ce qui est difficile, c'est hyper important. Ce qui est difficile aussi, je pense, pour les restaurateurs, c'est de mesurer. Le ROI, là, le retour sur investissement, c'est-à-dire je vais payer combien et qu'est-ce que concrètement ça va me rapporter. Parce que la patience. La patience, déjà. C'est pas du jour au lendemain. Exactement. qu'on va récupérer. Est-ce que la personne va vraiment comprendre le mindset et l'identité que je vais vouloir refléter sur mon compte? Est-ce que cet argent que je vais investir, je vais le récupérer? Et comment je fais pour mesurer ça? Tu peux pas mesurer. Non. La plupart des gens qui viennent au resto, ils te disent pas « Ah, je suis venu parce que j'ai... » Voilà, non. Voilà. On peut le demander, on va pas s'amuser. Mais c'est une conquête. En fait, c'est une conquête progressive. Il y a quelque chose aussi d'un peu générationnel, je pense. Oui, exactement. Parce que moi, je travaille avec des restaurateurs, ils ne comprennent pas. Je pense qu'ils ne le comprendront jamais. Et pour eux, les influenceurs comme toi, entre guillemets, ce sont des assiettes et ils ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. Il n'y a pas dans l'équipe des jeunes, il n'y a pas, je sais pas, leur famille, leurs enfants. Justement, ça bouge un peu. Et moi, pour le coup, je pense à un ou deux clients avec qui je travaille, parce que je travaille aussi avec des restaurants, où je vais, moi, justement, avoir ce côté-là, où je vais leur dire, mais attends, tu te rends pas compte, mais tu vas voir, prendre, comme tu disais tout à l'heure, la patience, de prendre le temps, parce qu'effectivement, même un contrat avec un community manager de 2 mois, ça ne sert à rien. Oui, en général, ça se fait sur la durée. Bien sûr. Et il faut, entre guillemets, s'armer de patience et voilà, y aller petit à petit. Mais pas brusquer non plus les choses, mais et au bout d'un moment, je pense qu'on peut ouvrir les yeux sur ça. Et je pense que il faut être ouvert. Hein. Tu l'as dit, c'est générationnel. Il faut être ouvert. Parce que quand tu n'es pas de cette génération-là, exactement, que toi-même, tu n'as pas été amené à aller rechercher des infos et des restos sur Insta, c'est pas un réflexe pour toi, donc tu le comprends pas forcément à quel point TikTok, Insta et tous les réseaux peuvent tellement influencer. On voit une vidéo virale, ça peut changer l'histoire du resto, clairement. Ouais. Donc, c'est essentiel, mais c'est pas facile. Et je pense que, voilà, pour les restos qui ont toujours fait sans ça, prendre ce pas-là, c'est difficile. Alors, à tous ces restaurateurs qui pensent que ce n'est pas utile, on vous demande de vous ouvrir un petit peu les chakras et à être curieux. Et au bout du compte, il y a Insta. Est-ce que ça sert d'avoir un site ? Alors, je pense que si... C'est pas la même chose. En fait, aujourd'hui, tu as quand même un moyen de réservation par ZenChef, Google, etc., qui te permet... Et puis, sûr que si tu as une page Google Business, tu peux aussi avoir une visibilité comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, vaut mieux avoir un Insta qu'un site. Parce que, je m'explique, je pense que si tu décides de faire les choses par toi-même, donc de créer ton site et ton Insta par toi-même, aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de créer ton site très facilement. Mais si tu t'y connais pas, c'est vachement compliqué. Ouais. Puis si ton site, il est dégueu... Je suis d'accord avec toi, c'est plus simple d'avoir un compte Instagram. Oui, voilà, ça te donne une image qui n'est pas bonne. Par exemple, si je cherche un restaurant et qu'il n'a pas de site internet, je me dis c'est pas grave. Par contre, s'il a pas de compte Instagram, je me dis il est pas très je sais pas comment dire, mais il est pas dans la place, quoi. Il est pas présent. Après, c'est vrai que ça me dérange un peu, moi. Là encore, je crois que la démarche n'est pas la même. Exactement. Parce que pour moi, j'ai les deux. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est très instantané. Alors, il y a beaucoup de stories, les carousels, tu vois un instant T d'un événement, dans le feed. Le site, c'est de l'expérience globale qu'on ne va pas voir si tu scrolles sur l'Insta.
Tu vois, moi, j'ai un site avec différents onglets. J'ai un onglet podcast, j'ai un onglet chef Adam, j'ai des photos qui sont plus chiadées, il y a un truc qui déroule, tu vois. Donc, le top, c'est de pouvoir faire les deux. Mais c'est vrai que ceux qui peuvent pas, je suis d'accord. Alors moi, je trouve qu'un restaurant qui a juste une carte et un menu, etc. Mais parce que exactement, il a pas. Toi, tu as plein d'activités, Virginie, évidemment. Et moi, je suis pareil. Je pourrais pas me passer de mon site aujourd'hui, clairement. Et il faut que ce soit faut qu'il soit bien fait, faut qu'il soit bien référencé aussi, parce que si ça ressort pas de façon dans ta recherche. Mais là, tu reviens aux experts. Moi, je préfère un compte Insta avec un peu des plats, des choses juste voir ce que le restaurant fait, plutôt qu'un site où il y en a. Enfin, qui je pense. Je viens du coup à la question pour toi, parce que je sais que toi, tu veux te lancer, donc tu prends peut-être aussi des idées pour te lancer. Toi, tu voudrais te lancer à quel titre ? Qu'est-ce que tu voudrais lancer ? Tu voudrais lancer un resto ? Tu m'as dit que tu voulais être chef Adam. C'est quoi ton ambition ? Moi, j'aimerais. Le fait de le poser là, ça va te donner une vision. Donc, on t'écoute. Moi, j'aimerais avoir une table d'hôtes. En fait, c'est ça l'objectif. 10 personnes, menu dégustation, voilà. Entre autres, ce serait vraiment la première chose que j'aimerais faire. Après, il y a beaucoup d'idées dans ma petite tête aussi. Mais ça, ce serait le commencement. Mais des fois, je me dis, mais en fait, comment tu as le droit de faire plein de choses aussi. Oui, c'est sûr. Il faut qu'il dorme quand même. Oui, mais en fait, le truc, c'est que mon frère, il me dit souvent, faut pas se perdre. Et il est pas du milieu. Il me dit, faut pas se perdre, parce que il y a plein de gens qui font plein de choses. Mais au bout du compte, tu fais pas grand chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'investissement que tu exactement. mets dans chacune des D'autant plus que moi, je veux vraiment rester dans la cuisine. La restauration, c'est assez prenant, de toute façon. Exactement. Donc, je veux vraiment rester dans ça. C'est pas après, je vais faire je ne sais quoi, je ne sais où. C'est vraiment la cuisine, le vin. Mais c'est ça, c'est la nourriture. Après, j'aimerais bien y mêler l'art également. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Mais je vais rester dans ça, en fait. Je vais pas m'éparpiller. C'est surtout ça, mais la base, ce serait la table d'hôte. Si tu veux mêler l'art, viens me voir à l'académie. Bah oui, je pense qu'il y a un truc, il y a une connexion. Il y a une connexion qui se fait en live. C'est sûr. Les rencontres dans ce métier, c'est ça que j'aime aussi, parce qu'on rencontre quelqu'un. Moi, tu vois, c'est Florian de Fertile qui m'avait parlé de toi, et je te parlais de ça en 2023. Moi, je te vois là à Taste en 2025. Et là, je suis là, tu vois. Dans ce métier, les rencontres, c'est incroyable. C'est ce qui fait tout. Moi, c'est ce qui m'a porté. Moi, c'est tout. En permanence. C'est des opportunités, après, faut les saisir. Parce que tu vois, tu me dis ça, moi j'aurais pu dire ouais, mais je vais pas aller là-bas. Et ça aurait été dommage, mine de rien. Mais de toute façon, je suis pas comme ça. Mais j'aurais pu dire non, je vais pas aller là-bas. Totalement d'accord avec toi. Il y a des opportunités, faut les saisir. Parce qu'elles vont pas repasser 15 fois. Mais ça, tu vois, c'est vraiment cette idée de mindset, en fait, de tempérament, de personnalité, de ne pas avoir peur, d'être dans l'audace, de dire, voilà, peut-être que tu t'es dit, je vais me retrouver à table avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui sont plus institutionnels, qui sont plus, voilà, Virginie, elle est chef depuis 11 ans, on va rien avoir à se raconter, etc. Alors que finalement, de toute façon, je te le redis et je le redis souvent, les invités que j'invite, il y a toujours quelque chose qui, en moi, me dit qu'ils sont comme moi. C'est assez dingue. Vous me prenez pour une dingue si vous voulez, mais c'est ça. Et ça ne s'est jamais contre-vérifié. Une fois. Et je ne donnerai pas de nom. On espère qu'il n'y aura pas de deuxième les micros, alors. Je vous donnerai le nom si vous voulez. Il n'y a pas forcément de hasard dans les rencontres. Les personnes qui doivent se rencontrer se rencontrent, toujours. Je pense. Ouais, toujours. Pauline, du coup, je te garde. Alors, toi, tu as beaucoup parlé de régionalité, de sociabilité, d'hospitalité. Comment tu penses que l'entrepreneuriat culinaire permet d'être un vrai vecteur de rencontres et de mise en relation ? Bien, parce que je pense que, d'une part, la cuisine, c'est la vie. La cuisine, c'est quand même l'essence de la vie. Se nourrir, c'est la base. Je trouve que la cuisine fait lien aussi. Je pense qu'autour de la cuisine, on peut faire passer énormément de messages, de paix, d'ouverture aux autres, d'ouverture au monde. La cuisine, c'est la transmission. La cuisine qui se transmet de grands-parents à parents, de parents à enfants. Donc, il y a une notion de transmission intergénérationnelle qui m'est très chère. Pour la petite anecdote, j'enseigne depuis une dizaine d'années maintenant aux étudiants, notamment de l'école Ferrandi et de l'école de Savignac, l'entrepreneuriat dans l'hôtellerie-restauration. Et je suis aux côtés de jeunes qui sont eux aussi passionnés, souvent porteurs d'un projet entrepreneurial. Et je pense que
la cuisine dans l'entrepreneuriat, c'est aussi finalement apporter un nouveau souffle à ce secteur, à s'ouvrir aussi à des projets extrêmement créatifs. Et moi, c'est ce qui m'anime notamment dans mes activités auprès des étudiants. Donc, bien sûr, la cuisine dans l'entrepreneuriat a tout son sens. Et c'est l'avenir aussi. Qu'est-ce que tu leur enseignes à tes étudiants ? Quels sont les 3 conseils que tu leur donnes ? Mes étudiants, je leur enseigne. En fait, j'ai toujours pour principe que la technique doit servir la créativité. Et je pense que quand tu es très bon techniquement, que tu maîtrises vraiment ce que tu fais dans ta spécialité, alors à ce moment-là, tu peux t'ouvrir à tout et finalement sans mettre aucune barrière, aucune censure. Et moi, je m'efforce auprès des étudiants, en fait, de leur apprendre l'excellence technique pour que derrière, ils puissent évidemment avoir les chakras complètement ouverts et avancer sur des projets, même les plus fous. Et avec mes étudiants, je crée des projets, je développe des projets. Donc, je les emmène vraiment là où ils veulent aller en leur apportant toutes les techniques qui vont permettre de baliser le chemin. Tu connais la citation de Picasso que j'adore qui dit « Apprends les règles comme un professionnel avant de les briser comme un artiste ». C'est magnifique, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ma philosophie. Merci. Sandra, alors toi, comment justement tu choisis les partenaires et les talents avec qui tu collabores ? Alors, les partenaires, les talents. Alors, moi, encore une fois, l'histoire des rencontres dont on parlait tout à l'heure, j'ai un côté ultra intuitif. C'est-à-dire qu'à force, et depuis le début, on va dire, j'ai toujours eu ce truc en moi où je sais, en fait, je sais pas comment l'expliquer. Je dirais pas que je suis plus intuitive qu'une autre, mais je sens les gens, je sens les choses. Et quand je sens pas, j'y vais pas. Alors, c'est vrai qu'au début, quand tu commences une activité... Ça veut dire que tu as senti. D'ailleurs, oui, nous, on a pas mal de points communs et des Marie-Lou, en l'occurrence, en commun, qui m'a mis en contact, évidemment. Mais alors, c'est vrai qu'au début, quand tu te lances dans une activité de freelance, tu te dis bêtement que tu dis oui à tout. Moi, c'est un peu ma philosophie du départ. Hein. Quand j'ai commencé mon activité, je disais un peu oui à tout. Et puis, j'avais envie de tester des choses aussi. Il fallait que je teste si j'étais bonne dans telle ou telle chose, puisque de toute façon, je démarrais de zéro. Donc, je ne savais même pas moi-même. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a des choses dans lesquelles tu es meilleur que dans d'autres. Et puis, tu te rends compte aussi qu'il y a des domaines qui te font plus vibrer que d'autres. Moi, je sais que je disais tout à l'heure que j'avais commencé avec les cours de cuisine. Je continue encore aujourd'hui, après toutes ces années. C'est une de mes activités préférées parce que je suis au contact des gens et qu'il y a ce côté de transmission qui est en moi. C'est comme ça, c'est inné. Et après, effectivement, je pense que il y a un truc ultra intuitif. C'est-à-dire que je sais. Quand je sais que ça va être compliqué, je mets des distances, j'essaye de freiner un peu le truc pour essayer de voir si j'y vais ou j'y vais pas. Et puis parfois, je fais des erreurs. Et puis, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Évidemment. Et puis, parfois, je me retrouve dans des situations où je me dis, ça, tu vois, j'aurais mieux fait de m'abstenir et de ne pas y aller. Et tu feras autrement. Mais ça me permet d'apprendre aussi. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, clairement. Tu vois, à l'époque où j'ai voulu, justement, je me retrouve un peu en Samy dans le sens où je ne savais pas trop où je voulais aller. Au final, moi, la restauration, ça m'a toujours un peu fait peur par rapport à l'engagement que ça demandait en tant que femme, etc., la vie personnelle, etc. Enfin, j'ai testé, c'était pas fait pour moi. J'ai beaucoup d'admiration pour les restaurateurs, moi, parce que je trouve que c'est très difficile. En plus, avec la pandémie, j'ai travaillé avec des restaurateurs qui ont beaucoup souffert. Donc, j'ai énormément de respect pour les restaurateurs et les gens qui ont des restaurants. Et je trouve que c'est dur, mais c'est pas fait pour moi. J'ai testé, j'ai fait plein de stages, je suis allée dans plein de cuisines, j'ai vu ce que c'était que les... Bon, voilà. Et puis... du coup, tu te connais. Exactement. Alors, Puis maintenant, je suis une vieille, moi. Donc moi, ça y est, j'ai ma petite... t'es une vieille. J'ai ma petite bouteille. Grande question. On coupe les micros. J'ai 46 ans cette année. Tu les fais pas. Ouais. Le curcuma. C'est le curcuma, les antioxydants, la cuisine indienne. Mettez-vous à la cuisine indienne, les épices. Justement, ton intuition t'a dit d'écrire combien de livres ? On me donne pas mon âge depuis que je suis jeune. Hein, ton intuition t'a dit d'écrire combien de livres ? Alors, mon intuition, déjà, ce qui est très marrant, encore une fois, le syndrome de l'imposteur, le côté autodidacte, le truc où j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas à ma place, mais en même temps, j'y allais quand même. Il y a 10 ans, en fait, une éditrice m'a contactée pour faire mon premier livre, avec qui je fais mon
10e livre cette année d'ailleurs. Voilà. Donc 10 ans, 10 livres, la même éditrice. Je suis assez fidèle finalement, c'est bien. Mais à l'époque, tout le monde me disait mais tu vas finir par écrire un livre. Et moi j'étais là, non mais attendez, écrire un livre, mais je suis pas auteur, je suis pas autrice, je suis rien du tout. Je vais pas commencer à écrire des livres. J'ai déjà un blog en plus, donc je partage mes recettes, etc. Et puis c'est parti de là. Et puis un jour je reçois un mail et on me dit on aimerait bien que vous écriviez un livre pour notre maison d'édition. Et ça part de rien, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Et je me suis toujours un peu laissée porter. Mais les plus beaux projets partent de rien. Ah, mais complètement. Mais totalement. Ils sont pas du tout. Et puis surtout, la méthode. Le truc qui tombe dessus alors que tu t'y attends pas. Et là, tu dis, évidemment. Mais évidemment, c'était fait pour moi. Et en fait, j'adore cette casquette d'auteur que j'ai. J'adore écrire des bouquins, j'adore les équipes avec lesquelles je travaille et j'adore transmettre surtout. Alors justement, dans tes livres, parce qu'en plus tu es d'une culture donc indienne. Exactement. Comment tu arrives à faire, au travers de ton livre, le pont entre la tradition, la culture, la modernité, la créativité? Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que moi je dis souvent que j'ai ma cuisine et je fais pas de la cuisine indienne, alors de la cuisine indienne un peu en général, mais c'est vraiment ma cuisine. Oui, c'est-à-dire que je prétends pas être la spécialiste de la cuisine indienne, etc. C'est vraiment ma cuisine. Et ma cuisine, en fait, elle vient de toute la richesse de ma famille, de mes rencontres, de ma vie aussi, tout simplement de mon quotidien. Et le côté un peu, le mix un peu entre tout ça, je l'ai créé justement en prenant le meilleur de tout. En fait, en me disant, voilà, je prends le meilleur de tout. Ma mère m'a transmis Ma mère, ce qu'elle m'a transmis, c'est pas vraiment les recettes, ce qui est assez particulier. Ma mère, ce qu'elle m'a transmis, c'est le partage et l'amour de recevoir et de partager. Et ma mère, on a toujours eu du monde à la maison qui venait manger chez nous. Elle a toujours eu des choses à manger pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment quelque chose, ce côté-là que j'ai pris de ma famille, donc. J'ai appris en plus il y a quelques années que j'avais une grand-mère qui était pâtissière, je ne le savais même pas, mais voilà, que je n'ai pas connue. Il y a toujours eu ce côté où il y avait comme des évidences, mais à la fois, je l'ai fait moi-même, quoi. Donc j'ai pris un peu le meilleur de tout ça pour en faire un livre au départ. Ouais. Et puis j'avais envie que cette cuisine-là, qui était quand même assez méconnue, la cuisine indienne elle est quand même très méconnue du grand public. Les gens aiment la cuisine indienne, mais ils savent pas vraiment pourquoi, ni comment, ni voilà. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un truc à percer. Donc à travers mes livres, en fait, j'ai l'impression d'avoir permis de la rendre plus accessible et que les gens puissent la recevoir plus facilement. C'était vraiment mon idée du départ. Alors moi, je consigne un truc là tout de suite. Je veux un atelier avec toi. Ah, mais écoute, avec grand plaisir. Ah là, j'étais en train de me dire, je veux qu'elle m'apprenne plein de trucs. Et on va organiser ça, Virginie. On se fait un petit moment toutes les deux. Ah ouais, non, mais j'adore. La magie des épices. J'adore. On fait un petit atelier avec Nomi. Carrément. Ce serait génial, ouais. Ouais, non, mais avec plaisir. Ah, super. Avec pour thématique le curcuma. Voilà. Maintenant, tout le monde veut le secret des Indiennes. Où est-ce qu'on peut trouver tes livres alors? L'huile de coco, très bien. Où est-ce qu'on peut trouver tes livres? Alors, mes livres, on les trouve partout. Ils sont très bien distribués, donc tous les librairies, les Fnac, les Amazon, enfin tout ce que vous voulez. Ils ont été traduits, donc on peut les trouver dans différentes langues. Et le prochain sort en septembre. Très bien. Voilà, le nouveau. Très bien. Merci beaucoup, Sanji. Samuel, du coup, toi, tu parlais de ton projet de créer un endroit à toi pour cuisiner pour toi et pour les autres. Comment tu définirais ta cuisine, ta philosophie culinaire, tes envies, tes inspirations, ta culture? Donc ça va peut-être paraître un peu cliché, mais je dirais cuisine créative, vraiment. Et cuisine française, parce que en France, on a des produits exceptionnels et inspirés. Inspirés de ma vie, des voyages que j'ai faits, des rencontres que j'ai faites, des chefs avec qui j'ai travaillé, évidemment. Et moi, je lis énormément. Pour moi, c'est vraiment la clé pour la créativité, entre autres. Et je me souviens que j'avais lu le livre de René Redzepi, Noma, et il disait qu'en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas du tout de limite. Les limites, c'est nous, on se les pose. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, tu peux créer tout ce que tu veux. Et donc, ouais, la nature m'inspire, l'art m'inspire, la musique m'inspire. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté cuisine créative. Après, voilà, moi, je suis antillais, donc on a toujours une cuisine généreuse. Donc, pour moi, ça, c'est important aussi.
Parce qu'on mange, on n'est pas là pour se péter le bidon, c'est pas ça le but. Mais c'est prendre du plaisir quand même. C'est prendre du plaisir, exactement. Tu je pense que d'où des Antilles, excuse-moi. Je suis martiniquais. Ah, de Martinique. Tu cuisines avec du rhum ou pas? Ou pas? Si, ou pas. Si, ça arrive. Hein. Oui. Faire un jus de viande avec du rhum à l'intérieur et tout. Bah, bien sûr. Enfin, encore une fois, on peut faire ce qu'on veut. C'est que moi j'ai un projet en Martinique là au mois d'octobre. Mais c'est l'apéritif quelque part. Non, tu vas faire quoi? Salon des saveurs indiennes en Martinique. Ah, nice. Faut qu'on en parle. Nice, effectivement. Allez, mais moi, j'aime beaucoup la cuisine indienne. J'habite au Royaume-Uni pendant 8 ans. Mais il y a un lien avec les Antilles et l'Inde. Mais bien sûr, mais moi, j'ai des cousins à moi. Très gros lien. On les appelle les coulis, mais ils ressemblent à des Indiens. Et c'est des Antillais. C'est nous. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai cette partie de Madagascar un peu dans de cette histoire-là. Et j'ai travaillé pendant 2 ans avec une émission qui s'appelle Outre-mer le Mag, où je valorisais en fait la cuisine des Outre-mer à travers ma cuisine également. Ah, nice, ouais. Non, là-bas, il y a une très belle cuisine. Après, moi, pendant un moment, je voulais y aller pour vraiment apprendre et découvrir des choses. J'ai pas eu le temps, je suis retourné en Angleterre, bref. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Parce que c'est une toute petite île, mais c'est vraiment riche, en fait. Moi, j'ai découvert la Martinique là, au mois de janvier. Une richesse, mais c'est exceptionnel. Sous-côté, enfin, vraiment inestimable. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Presque un peu... c'est vraiment on met ça de côté. Du gâchis, en quelque sorte. Et ça reste français. Enfin, c'est français, de toute façon, la Martinique. Mais c'est vraiment... vous restez là-bas. mais totalement. C'est pas le territoire. C'est dommage. Ouais. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais en gros, voilà, cuisine française influencée. Forcément, voilà, ici, on a des produits exceptionnels et je pense que c'est important. Après, c'est vrai multiculturel, multi-identitaire. Après, c'est vrai que moi, souvent, je vois certains chefs qui disent faut qu'on cuisine avec des produits des produits locaux. Et c'est une bonne chose, circuit court et autres. Mais moi qui est martiniquais, moi qui habite en Écosse, en Angleterre, qui ai voyagé à droite, à gauche, je me dis, il y a des choses exceptionnelles ailleurs qu'on peut utiliser, en fait. Surtout aujourd'hui, on a plein de choses qui viennent pas de la France, de ce que je sache. Donc je me dis, pourquoi pas dans la cuisine? Et puis même faire découvrir certaines choses aux gens qui ne connaissent même pas. Je pense que ça, c'est important. Moi, j'ai découvert une pépite, justement, en Martinique, le fruit à pain. Voilà, tu vois. C'est incroyable. Je ne connais pas. Ça sera le sujet peut-être d'un autre podcast. Voilà. Mais il y a plein de choses. Il y en a tellement de choses à dire. Les gens, ils découvrent des nouvelles choses à travers notre cuisine. Et je pense que c'est ça qui est important. Vous parliez de transmission tout à l'heure, mais ça, c'est pareil. En fait. C'est pareil. C'est transmettre aux autres, en fait. Merci. Alors ça, c'est la première partie qui se clôture. Vous regardez là, le suspense, Virginie. Les 8 yeux là, ils m'ont regardé, ça m'a fait peur. Donc, je ne sais pas si vous le savez. Il y a une entracte? Non, pas du tout, il n'y a pas d'entracte. On enchaîne. Je ne sais pas si vous le savez, moi je suis une ancienne professeure de lettres. En fait, donc j'ai été prof de lettres pendant 12 ans et je me suis reconvertie dans la cuisine par un énorme grain de folie, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc je vais vous lire un passage et je vais vous poser une petite question ensuite. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Quelle est votre Madeleine de Proust? C'est une bonne question. Mais oui, c'est une bonne question. Qui commence? Quelqu'un a une idée? Il y a un truc qui vient tout de suite? Moi, concrètement, j'ai grandi dans une cuisine, concrètement. Donc moi, c'est les odeurs de la cuisine du week-end où on recevait du monde, etc. Et il y a des odeurs comme ça qui me viennent tout de suite. L'odeur du chapati, donc du pain indien, l'odeur de la friture aussi, des samosas de ma maman. C'est des odeurs d'épices aussi forcément. Mais moi, c'est vraiment, il y a vraiment un truc avec ça. Et aujourd'hui encore, je le ressens comme si ça a toujours été en moi, quoi. Il y a des odeurs comme ça, elles sont gravées en moi, quoi. Et ce sera les odeurs de mon enfance. Et elles sont vraiment liées à la nourriture.
l'odeur du riz, mais c'est tout bêtement. L'odeur du riz qui cuit dans le rice cooker, quoi. C'est vraiment quelque chose... on avait toujours du riz, donc on a mangé du riz à tous les repas, comme beaucoup d'Indiens, notamment du nord de l'Inde. Et du coup, on a toujours eu du riz, une odeur de riz qui flottait dans la cuisine, qui était déjà une pièce centrale pour nous à l'époque. Hein. Merci. De rien. Sanji. Les autres? C'est dur, je sais que c'est dur. Ouais. On peut en dire qu'une? Mais non! Parle-moi, Pauline, parle-moi. Moi, je suis très gourmande et je mémorise énormément. Alors, il y a plein de choses que je mémorise pas. En général, ce qui ne me plaît pas, je ne le mémorise pas. Mais par contre, sur l'aspect culinaire, je mémorise beaucoup. J'ai notamment encore à l'esprit l'odeur du clafoutis aux cerises de ma maman, qui a vraiment bercé toute mon enfance et pour laquelle je n'ai jamais retrouvé le même appareil, la même consistance en sortant du four, rien à faire. Pourtant, c'est toujours les mêmes ingrédients aujourd'hui et toujours des cerises, mais voilà, celui-là avait un goût particulier. J'ai aussi un attachement très particulier à la blanquette, qui, je pense, m'a aussi amenée sur le territoire où j'ai implanté mon projet. La blanquette de veau, voilà, façon Bocuse, avec plein de crème fraîche. Enfin, c'est un plat extraordinaire, hyper réconfortant. Oui. Et moi, j'aime les plats très réconfortants. Et souvent, ceux que je garde en mémoire sont ceux qui j'appelle ça des plats repères. C'est beau. Voilà. Alors moi, ce qui me vient en tête, alors moi j'ai grandi dans le sud de la France, dans le Var. J'étais très très proche de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Ma grand-mère qui est toujours là, mamie si tu m'entends. Comment elle s'appelle, Janine. Janine. C'est le même nom que la mienne. Ah, c'est voilà. Oh, il y a un truc. Incroyable. Donc ma mamie qui va avoir donc 90 on fait un gros bisou aux Janine. Un gros bisou aux La Janine. mienne, elle a eu 100 ans. Bah, voilà. On les aime, nos On Janine. les aime, nos Janine. Voilà. Donc, ma mamie et mon arrière-grand-mère ont cuisine méditerranéenne. Elles ont toujours cuisiné avec beaucoup d'huile d'olive. J'ai grandi à l'huile d'olive. Encore aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est... j'en mets un peu partout. Coule dans tes veines. Ah ouais, c'est ça. Moi, c'est pas le curcuma, c'est l'huile d'olive. Non, mais voilà, l'huile d'olive. Et ma grand-mère a toujours extrêmement bien cuisiné. C'est un peu comme tu dis. Elle aura beau te montrer comment faire, te montrer 10 fois la recette, ça n'a pas le même goût. Je pense à des choses toutes simples, mais à ça, vinaigrette. Tu manges une salade chez ma grand-mère, t'y reviens, parce que c'est exceptionnel. C'est tomate à la provençale, exceptionnel. Elle a toujours su très très bien cuisiner tous les légumes comme ça, du soleil, aubergines, tomates, courgettes. Avec des bons légumes. Avec des très bons légumes. Ma grand-mère va toujours les chercher chez les petits producteurs. C'est ça. Voilà, des légumes gorgés de soleil et qui n'ont pas traîné sur les étalages des supermarchés. Donc elle nous a transmis ça et je sais que mamie, c'est très bon ce que tu fais. Elle est très dure avec elle-même, ma grand-mère. Donc à chaque fois qu'on va chez elle, elle nous cuisine, mais il y en a pour un régiment. Vous pouvez tous venir, il y en aura assez. Moi je note. Je vais prendre l'adresse. Janine, on déboule. Et puis c'est toujours exceptionnel. Et à chaque fois, elle goûte et elle nous dit c'est pas terrible. Et à chaque fois, on lui dit bah non, mamie, évidemment, c'est pas terrible. Mais en fait, on est là en train de lécher avec nos doigts le fin fond du plat. Donc voilà, je pense tout de suite à ma grand-mère quand. C'est trop beau. Voilà, super. Et Samy? Donc moi, le plat là qui me vient à l'esprit, c'est bon, ça peut paraître très simple, hein, mais c'est haricots rougerie et lambi, en fait. Donc le lambi, je sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai découvre ça en Martinique au mois de janvier. Je ne connais pas. Ouais, c'est dans un coquillage. Un énorme coquillage. Exactement, ouais. Et je sais même pas, je pourrais même pas dire. C'est un mollusque, en fait. Exactement, c'est un mollusque qui peut avoir un peu la consistance d'un calamar. Ouais, c'est ça. Mais vraiment qui n'a rien à voir avec le calamar, mais c'est un peu la même consistance. Exactement, et tu dois le cuire assez longtemps. Il y en a qui le battent avant. Ça peut être grillé. J'en ai mangé du cru. Samy. J'avais vu une vidéo incroyable. Où vous êtes du cru et je me disais waouh. J'ai mangé un tartare de lambi, c'était incroyable. Et c'était bon? Oui, c'était délicieux. On en trouve en France? Ouais, après pas n'importe où et je pense que quand tu l'achètes, ce sera congelé. C'est sûr, tu vois. Je connais un chef des Antilles, la chef Le Riche qui fait des. Ouais, le Riche, il doit en faire. Il se cuisine plutôt snacké, non? Bien sûr. Plutôt snacké, le lambi. En fait, je pense qu'il y a plusieurs types de cuisson. Ma mère, elle cuisine longtemps, tu peux l'avoir grillé. Ah oui, ou alors en sauté, peut-être. En colombo. En colombo aussi, bien sûr. En ragoût, colombo, exactement. c'est le cousin du curry, pour revenir sur ça. Exactement. Mais ouais, haricots rougerie et lambi. C'est très rare d'en trouver en métropole. C'est très très rare. Ma mère, elle en fait de moins en moins de toute façon. Mais c'est une denrée rare, effectivement, tu vois. Mais c'est vraiment bon. Cuisine de ton enfance, du coup? Ouais, exactement. Ouais.
Super, ça j'aime bien, les petits souvenirs gustatifs comme ça. Alors une autre question, quelle est la personne avec laquelle vous aimeriez partager une table qui peut être fictive, historique, vivante, décédée. J'ai envie qu'on constitue une petite table de dingue et je cuisine pour tout ça. Soyons fous là, illimité. Tout est possible. Une seule personne. Bon, les deux, si tu veux. Pas forcément issu de la food. Ah, rien du tout. Une personnalité, je te dis, qui peut même pas exister vraiment. Enfin... Alors moi, j'ai une personnalité qui m'inspire beaucoup, qui n'a rien à voir avec le monde de la food, mais qui est plus très inspirante du côté entrepreneurial. C'est Kelly Massol, je sais pas si ça vous parle. Oui. C'est la créatrice des Secrets de Loli. Qui veut être mon associée. Voilà, qui veut être mon associée. Et avant ça, elle a commencé dans sa cuisine à créer ses propres petits shampoings. Femme... martiniquaise d'ailleurs, et qui a commencé à vendre des produits pour cheveux afro, mais pas que. Et elle a commencé dans sa cuisine, enfance et histoire compliquée, et elle s'est lancée comme ça, elle travaillait à la Sécu parce qu'on lui a toujours dit tu pourras faire que ça. Il faut que tu choisisses le chemin qui est sécure et tout. Et elle a une histoire incroyable. Et cette personne-là, j'adore écouter ses podcasts. C'est une personne très, très inspirante. Et je pense que tu passes 1 heure avec elle à table. Ça doit être incroyable. Go. J'ai une chaise pour elle. Alors ça marche. Là, écoute, moi, je suis là. À n'importe quelle heure. Samy ? Moi, je dirais ma future femme. Mais elle est déjà là ? Oui. Ah oui, elle s'appelle Elle s'appelle Célia. Célia, ouais. Ok. Et elle n'est pas du métier. Elle cuisine très bien. Et elle cuisine depuis peut-être 5 ou 6 ans. Donc ça, déjà, je trouve ça exceptionnel. Et elle aime énormément la food, en fait. Elle aime énormément ça. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire. On a fait certaines tables et autres. Et j'aime partager ces moments-là avec elle parce qu'elle apprécie les bonnes choses, la bonne nourriture, le bon vino. Et je pense que partager ça avec sa compagne, c'est quelque chose de vraiment. C'est compliqué dans nos métiers d'être avec quelqu'un qui pourrait pas partager, qui ne partagerait pas cet amour-là, quand même. Tu serais malheureux, Samy, d'être avec quelqu'un qui aime pas manger. J'ai envie de te dire. Mais en plus, elle est toujours là à me dire, faut que tu te lances, faut que tu te lances. Ouais. Et ça, pour moi, c'est important parce que on va quand même passer notre vie ensemble, parce que j'espère. Donc, si la personne qui est à mes côtés, elle me dit, non, trouve un petit boulot tranquille, machin, t'inquiète, tu vois. C'est compliqué. Ah bah oui, et surtout dans la restauration, ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement engageant en termes de exactement. temps et tout. Et elle en est consciente, donc voilà. Mais c'est vraiment, savoir, c'est vraiment donc avec Célia. elle que... Célia. Très bien, Célia. Une chaise pour Célia. Ça marche. Et elle travaille dans quoi, Célia ? Elle est complètement rien à voir, c'est ça ? Non, rien à voir. Après, pendant plusieurs années, elle travaillait à Münster dans un hôtel, spa et tout. Donc, hôtellerie, elle n'était pas dans la restauration. Mais table d'hôte, Célia et Samy. Exactement. Après, le truc, génial, après, le truc, c'est que... Il y a quelque chose là. Je sais pas, parce que... on adore. Des fois... je suis vraiment très heureux, mais après travailler, et lui, je sais pas si, je sais pas moi, si je pourrais le faire. Vie, J'ai travaillé. Moi, je travaille avec le mien et c'est compliqué. Ouais, j'ai eu des patrons. Guillaume, je t'aime fort, mais oui, c'est compliqué. Ouais, j'ai eu des patrons hommes-femmes, ils étaient dans le même resto et autres. Ça a l'air de fonctionner, mais chapeau, faut faire la coupure, quoi. Moi, mon mari rêverait qu'on travaille ensemble, mais on travaille ensemble de temps en temps pour des projets, mais jamais de la vie je travaille à 100% avec lui, jamais. Je lui ai dit, si tu veux qu'on reste mariés, on travaille pas ensemble. Ouais, ça peut être très compliqué. Pour garder ton équilibre vie pro, vie perso. Oui, quoi. en plus. C'est sûr. Après, ceux qui le font, chapeau. Cet équilibre vie pro, vie perso, on en parle. Alors, dis-nous. Non, mais tu arrives à couper vraiment. Non, mais pas forcément parce que je travaille avec lui, mais de manière générale. Chef aussi ? On fait des prestats ensemble. Tout. Ah ouais. Mais je l'envoie quand moi je peux pas les faire, mais il est beaucoup dans la logistique, beaucoup là pendant il m'envoie des messages sur les devis, sur les trucs. Non, je parlais de manière générale l'équilibre vie pro vie perso quand tu es entrepreneur. Ah oui. Je n'y crois absolument pas. Moi je peux plus entendre ça. C'est pas possible. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pas possible. Ça, c'est des gens. Ça me paraît pas trop jouable, en effet. Voilà, c'est les gens qui me disent ça, c'est ceux qui ne vivent pas ce qu'on vit. Parce que quand on entend le développement personnel, oui, bien sûr qu'en soi, il faut faire attention, ménager sa charge mentale. J'entends, mais non, tu ne coupes pas. D'autant plus quand c'est une passion. Et que du coup, tu n'as pas ce truc, je suis en train de travailler. De toute façon, quand tu travailles pour toi, c'est forcément... T'as le côté passion. Moi, du coup, je travaille avec mon mari. Donc, ça veut dire que Communique Passion, ça rapporte de l'argent pour 2 personnes. Plus moi, j'ai une fille. Donc, je n'ai pas de salaire à côté.
Donc, vous mesurez bien quand même qu'il faut envoyer du lourd pour pouvoir vivre. Donc, c'est difficile de dire, là, pendant 3 jours, non, je coupe, je fais pas, non. C'est pas possible. Donc, c'est vrai que j'ai toujours du mal avec les gens qui disent oui, c'est bien de faire équilibre vie pro, vie perso. Moi, maintenant, de manière décomplexée, je leur dis c'est pas possible. Je saurais jamais faire. Ça fait 11 ans, je saurais jamais faire. Et après, voilà, c'est comme ça, c'est ma vie. Je l'ai décidé, c'est mes choix. Mais quand on est embringué dans quelque chose, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et surtout quand tu es dans une phase, voilà, moi, ça fait 11 ans, c'est une phase ascendante. En fait, moi, j'ai toujours dit, alors je parle jamais de ça dans un podcast, jamais, mais j'ai toujours dit, quand tu as réussi, parce que j'estime avoir réussi, là encore, tout est relatif, mais vous entendez bien que c'est pas dans une tonalité arrogante, faut rester. Bah oui. Donc, il y a plein de gens qui disent, ah ouais, on a envie de faire comme toi, etc. Mais par contre, une fois que tu es là-haut, faut rester. Là, on en a parlé avec Pauline, mais donc ça veut dire rester créatif, rester alerte, rester vigilant, rester toujours dynamique, toujours à fond, surprendre, etc. Donc c'est difficile de se dire ok, je me repose sur mes lauriers. Je me repose pendant 6 semaines, je publie plus, on m'oublie. C'est aussi simple que ça, même si je peux avoir une communauté, même sur des clients. Donc il y a une pression. Donc c'est vrai que pour ceux qui veulent se lancer, faut aussi avoir conscience de tout ça. L'engagement. Bien sûr, l'engagement. Donc bien sûr, moi j'adore ce que je fais. Là voilà, moi c'est vrai que je suis sur plusieurs plans différents. Mais voilà, il y a des choses qui résonnent où je me dis ouais, on fait ce qu'on peut quoi. On fait ce qu'on peut, mais c'est sûr que même l'équilibre avec ma gamine, l'équilibre avec mon mec, l'équilibre moi toute seule, les frontières, c'est hyper confus, c'est hyper brouillard, c'est hyper voilà, donc c'est à tâtons et puis parfois je craque et puis parfois je suis à fond et puis je crois que c'est un peu le côté schizophrène et bipolaire de l'entrepreneur. Du coup, Sanji, qui tu mets à la table? Ah oui, j'avais oublié la question. Mais oui, on était là. Alors, ça m'arrangeait parce que j'ai aucune idée. Non, alors si jamais je devais vraiment créer une table comme ça, je pense que j'aimerais bien remonter dans mes ancêtres. Mais bien sûr. Et tout est possible. connaître mes grands-parents, ne serait-ce que mes grands-parents. J'en ai 3 que j'ai pas connus du tout. Donc, ce qui est quand même beaucoup. Et j'ai perdu ma grand-mère il n'y a pas très longtemps. C'est la seule que j'ai connue. Donc, je pense que je ferai une table avec mes grands-parents. Trop beau. Mais voilà, des gens que je n'ai pas connus. Pour savoir pourquoi aujourd'hui je suis telle que je suis. Qu'est-ce qui t'ont apporté, du coup, finalement. Et savoir, et je suis sûre qu'ils m'ont apporté beaucoup. Trop beau. Voilà. Bien. Et Pauline? Très simplement. Moi, j'ai envie d'inviter plein de personnes à ma table. Alors, vas-y. Allez, très grande table. Allez, go. Je suis généreuse. Allez, j'aime les personnes qui sont dans la disruption. J'aime les personnes qui brisent un peu les règles parce que je trouve que... Un peu les rebelles. Je trouve que c'est aussi ce qui nous fait avancer. Même si à un moment donné, ça secoue un peu, ça choque un peu, ça ne fait pas l'unanimité. Je trouve que c'est justement ce qui ne fait pas l'unanimité qui fait avancer. Et je pense que dans le consensus, on n'avance pas forcément, alors que quand au contraire... J'adore cette phrase. On a des personnes qui disruptent un peu. Alors là, effectivement, même si tout le monde n'est pas d'accord, on avance. Alors moi, je vais disrupter un peu aujourd'hui et je vais vous dire que j'ai envie de partager un repas avec Lady Gaga parce que je trouve que cette femme est absolument... Avec une robe en viande ou pas? Parce qu'elle vient avec sa robe entrecôtée. Et que finalement, cette femme... que j'ai connue aussi à ses débuts et qu'on a connue, en tout cas pour certains d'entre nous, à ses débuts et qui n'est finalement vraiment pas partie de grand-chose, est aujourd'hui une véritable diva de la pop. Et elle a une approche tellement créative et tellement disruptive de la pop musique que je trouve que c'est une femme qui contribue vraiment à faire avancer aujourd'hui l'univers musical, même si tout le monde n'aime pas forcément son registre. Donc voilà, mon choix, finalement, c'est de partager un repas avec Lady Gaga. Elle m'inspire. De faire un repas pour Lady Gaga, j'ai envie de te dire... Ça, c'est... La classe. Ça me stimule de ouf. Grave, on y va. Défi. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que vous terminiez avec 2 questions. Pour moi, cuisiner, c'est... Alors, vous pouvez faire une phrase, pas forcément répondre qu'un mot. Mais qu'est-ce que c'est la cuisine? Qu'est-ce que c'est l'acte de cuisiner pour vous? Le partage. Thérapeutique. Moi, je sais que quand je suis de bonne humeur, je cuisine pas pareil que quand je suis de mauvaise humeur. Quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. Enfin, il y a vraiment un truc avec avec mon humeur. C'est lié un peu à... Il y a un truc, voilà. Très bien.
Les autres? Moi, c'est un peu dans le même esprit que le partage, c'est la générosité. Quelque chose de généreux dans la cuisine, la volonté de donner. Ouais, moi je pensais au partage aussi, mais quand je cuisine, je dirais aussi mon élément, parce que je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Quand je suis en train de cuisiner, quand je faisais mes repas dégus, je faisais la mise en place chez mes parents, et c'est une cuisine de ménagère, mais j'étais vraiment dans mon truc. Je rentrais dans la cuisine à 9h, je sortais à 22h chez mes parents, c'était exceptionnel. Je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Ouais. Donc je dirais mon élément de partage, je vais dire ça comme ça. Ouais. Super. Et la dernière question, parce qu'à un moment, il va falloir qu'on se quitte. Je sais. Oh non. La dernière question, et je sens que ça va être encore une belle question, c'est la question que je pose à tout le monde, parce que moi, le dénominateur commun, c'est la passion. Ma boîte s'appelle Communique Passion. Mes 2 livres, il y avait Passion, Passion sans modération. Et donc, je veux vous entendre me donner votre définition de la passion. Et à chaque fois, c'est sublime ce que j'entends. Sans vous mettre la pression, parce que c'est juste le cœur. Je n'invite que des passionnés dans ce podcast. Allez, je me lance. Pour moi, la passion, c'est créer pour partager sans concession. Pour moi, la passion, il n'y a pas de concession. C'est-à-dire que on parle aussi souvent de courage entrepreneurial. C'est quand même une réalité. L'entrepreneuriat, d'une manière générale, nécessite d'avoir du courage. Avoir une passion, faut du courage aussi. Il faut du courage pour arriver déjà à accepter de vouloir vivre de cette passion. Vivre d'une passion, c'est pas non plus très, très facile. Enfin, parfois, ça prend vraiment du temps pour arriver à atteindre le niveau d'épanouissement qui nous permette justement de profiter de cette passion. Et puis après, qui dit passion dit aussi excellence. C'est-à-dire dit qu'à un moment donné, qui dit passion dit spécialisation, dit devenir encore et encore meilleur dans cette passion et donc de la partager. Et donc là, à ce moment-là, cette passion, elle se partage sans concession. En fait, je réagis à ce que tu dis parce que la chose la plus difficile à faire et qui peut nous confronter à des jugements un peu stériles, c'est de dire « Ah, c'est très difficile de professionnaliser sa passion ». Et en fait, moi, quand je me suis lancée, j'étais prof. Et quand on m'a dit « Ah oui, t'adores cuisiner, mais derrière, est-ce que tu pourras en faire ton métier? Est-ce que tu vas pas t'en lasser? Est-ce que le fait... » effectivement, de lier une passion quand tu es dans ta cuisine le samedi à recevoir tes potes, mais à te dire après, faut que l'argent rentre grâce à cette passion pour payer tes factures. Est-ce que tu vas pas perdre cette substance-là? 11 ans après, tout a explosé fois 1000. Donc en fait, c'était vraiment ça, parce que ça grandit, malgré justement le stress de l'argent. Et c'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça l'amour. Moi, on me pose souvent la question de savoir comment j'ai fait pour faire de ma passion mon métier. Et en fait, cette phrase, elle est un peu bizarre parce qu'en fait, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est mon métier qui est devenu ma passion. C'est vraiment l'inverse qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans mon blog, c'était pas du tout ma passion, en fait. C'est devenu une passion parce que je me suis prise dans un jeu dans lequel je me suis engouffrée et je me complais totalement aujourd'hui. Et si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ma passion, en fait, elle est arrivée ensuite. Je me suis passionnée, en fait, par la cuisine et par mon métier. Et je dirais, du coup, pour répondre à ta question, Virginie, je dirais l'entièreté. En fait, pour moi, la passion, c'est l'entièreté. C'est-à-dire que moi, je suis une passionnée. En plus, je suis Scorpion. J'ai tendance à être très entière et très dévouée. Donc, ça veut dire que moi, c'est tout ou rien. Donc là, je donne tout dans mon métier, dans ma passion. Et je suis très entière. C'est-à-dire que moi, j'aime pas, mais en général, on le sait. Et du coup, je donne beaucoup. Et quand j'aime, je donne beaucoup. Je rebondis à ce que tu dis, parce que ça va rejoindre un peu. Quand tu parles de l'entièreté, je pense que la passion, c'est un peu ce qui nourrit l'âme et ce qui, du coup, permet d'être complètement soi-même. Parce que quand tu vis quelque chose avec passion, tu vis les choses un peu sans filtre, tu te permets d'être fondamentalement toi. Et donc, je pense que, par conséquent, les choses sont forcément faites avec le cœur et faites avec... mieux, en fait. C'est mieux fait quand c'est fait avec passion et quand on, comme tu dis, quand on met pas de filtre, quand on se donne tel qu'on est, on fait les choses avec toute son âme et tout son cœur. Donc pour moi, c'est ça la passion.
Oui, et puis ça rejoint ce qu'on disait au début sur la manière dont tu gères tes comptes Instagram, la manière dont tu es naturel et 100% honnête. Moi, quand les gens me rencontrent et me disent « Ah, mais t'es exactement comme sur tes réseaux », encore heureux, en fait. Je ne vais pas mentir et être un personnage. Je pense qu'il y en a. Mais il y en a beaucoup. Mais évidemment. Tu sais, moi, évidemment, mais il y en a énormément. Je suis sur Insta, mais je suis hyper triste. très, très sur LinkedIn aussi. Donc, c'est un autre moi, un peu moins, pan. Mais moi, je le suis beaucoup plus sur LinkedIn que sur Insta. Parce que moi, mes clients, ils sont sur LinkedIn, en fait. Et effectivement, les gens me disent, quand on te rencontre en vrai... C'est la même. C'est exactement la même. Ouais. Et je pense que c'est un peu... D'ailleurs, c'est hyper intéressant de rencontrer les gens, pardon que je t'ai coupé. Je t'en prie. Mais de les suivre et de les rencontrer en vrai. Et exactement. Là, tu dis... Ah ouais, en fait, soit c'est la même, soit justement... parfois, tu as des petites déconvenues. C'est ça, parce que tu sais, avec Good Food du 78, du coup, quand les premiers restaurants que tu fais, t'en as qui ont déjà travaillé avec des créateurs de contenu avant et qui te disent on est toujours stressé parce qu'on ne sait pas qui on va avoir. Et qu'il y a beaucoup de restaurants chez qui j'ai été, qui ont déjà travaillé avec des créateurs de contenu, ont eu des déconvenues justement parce qu'ils se retrouvaient avec des personnes imbues d'elles-mêmes, très hautaines. Qui s'y connaissent pas tant que ça. Je viens et puis de toute façon, je fais ce que je veux parce que j'ai une grosse audience et que c'est moi qui t'apporte. Voilà, ça. Pas cool. Ça, c'est le revers un peu des réseaux sociaux. Je pense que oui, c'est ça. Voilà. Et Samy, on termine avec toi. Donc pour moi, la passion, c'est avoir envie. Donc avoir envie de faire plaisir, avoir envie de créer, avoir envie de réessayer quand j'ai échoué, avoir envie de revenir dans la cuisine après 15 heures la veille, envie de revenir même quand on m'a crié dessus, envie de progresser. C'est vraiment ça la passion. On avance, d'être meilleur que moi-même, pas d'être meilleur que le voisin, de me comparer, mais c'est vraiment ça, c'est l'envie avec un E majuscule. C'est ça, ouais. Bien. J'ai frissonné, en fait. Ouais. Alors, je vais conclure. Alors, moi, l'anecdote, c'est que je fais toujours la conclusion en live, en fonction de ce que vous m'inspirez. Grâce à cet échange à 4 voix, nous avons, avec sincérité, abordé la gastronomie, la créativité et le sens de l'hospitalité comme des ingrédients phares pour multiplier les rencontres fécondes et inspirantes. Vous m'avez confié vos élans souriants. Vous m'avez transmis votre optimisme. Chaque épisode de mon podcast est un énième souffle qui me fait avancer vers le meilleur de la condition humaine. L'immersion brute dans une passion qui ne s'essoufflera jamais. Merci beaucoup à vous. Merci Camille. Merci à toi Virginie. Merci à tous. C'était un plaisir. Merci Samy. Merci pour l'invitation. Merci Pauline. Merci Virginie, c'était un plaisir. Merci Sanji. Merci à toi Virginie et merci pour ces rencontres. Et surtout, vive le curcuma. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.